Ça ne vous aura pas échappé, nous sommes aujourd'hui le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Petit focus sur 3 œuvres emblématiques du musée de Sens pour vous parler d'amour. Au Moyen-Âge, l'expression de l'amour s'illustre par l'amour courtois ou fin-amour. C'est une expression de l'amour dans lequel l'homme et la femme s'aiment avec courtoisie, respect et honnêteté pour aboutir à un bonheur commun. Ça va marquer durablement les productions de poésie du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance. Ce sont des histoires d'amour chevaleresque où l'homme doit mériter sa dame par des exploits. Cette bourse à reliques du milieu du XIVe siècle, en soie et en fil d'or, illustre parfaitement, en tout cas sur sa première face, cet amour courtois. Vous avez ici un couple assis sous un chêne, le chêne étant symbole de force et de pérennité, le gland symbole de virilité. En tout cas, cette scène est très importante puisqu'elle illustre le don du chapelle. C'est un épisode très important dans l'amour courtois, dans lequel la femme donne à l'homme qui la courtise une couronne de fleurs. C'est le signe qu'elle accepte le jeu de la séduction. Sur la deuxième face de cette bourse, on assiste à un total changement de décor, avec la dague de l'homme dirigée vers la femme qui ne laisse aucun doute quant à ses intentions. D'une main, il lui caresse le sein, de l'autre, il lui soulève la robe, et l'attitude de la dame, avec les 2 bras étendus de l'autre côté, semble indiquer une attitude de protestation. Cette scène de l'amour courtois pourrait illustrer un roman connu. Alors on connaît tous Tristan et Iseut, on connaît tous les Chevaliers de la Table Ronde avec Geneviève et Lancelot, on connaît moins l'histoire de la châtelaine de Vergy. Dans ce court roman du XIIIe siècle, nous avons un chevalier qui est amoureux de la châtelaine de Vergy, qui est la nièce du duc de Bourgogne. Évidemment, ils s'aiment en secret. Il y a évidemment des épreuves. La duchesse est elle aussi amoureuse du chevalier, qui la rejette puisqu'il aime la châtelaine. La duchesse, pour se venger, fait croire à la châtelaine qu'elle a été trahie. La châtelaine se tue. Le chevalier, ne pouvant vivre sans elle, se tue aussi. Et le duc, furieux contre sa femme, la tue en plein bal. On assiste à un festival de mort, mais ce roman a un très grand succès au Moyen-Âge, puisqu'il illustre les valeurs de fidélité envers le suzerain, de fidélité envers la femme aimée, et donc une parfaite illustration de ce fin amour. Et nous avons ici une véritable histoire d'amour qui a existé. C'est celle de Louis IX, futur Saint-Louis, qui épouse en 1234 Marguerite de Provence. Saint-Louis monte sur le trône à l'âge de 12 ans en 1226. Sa mère, Blanche de Castille, fait la régence. Une fois qu'elle a pacifié le royaume, elle s'occupe de marier son fils. Le choix de la marier est attribué au pape Grégoire IX. Il s'agit de neutraliser le père de Marguerite de Provence, le turbulent comte Béranger V. Marguerite de Provence, le jour du mariage, a à peu près 12 ans, 12 ou 13 ans. Saint-Louis en a 20. Il tombe immédiatement amoureux de sa femme. Ils sont mariés par l'archevêque Gauthier Cornu, que l'on voit ici unir les mains des 2 mariés, dans la cathédrale de Sens, avec un faste terrible. On a encore tous les contes qui racontent comment le mariage s'est déroulé, donc avec beaucoup de richesse. C'est le début d'une très grande histoire d'amour. Saint-Louis ne va pas consommer tout de suite l'union par égard à sa très jeune épouse. Ils vont avoir 12 enfants, il va l'aimer avec passion jusqu'à la fin de sa vie, il va lui être fidèle. On raconte même que dans le château de Pontoise, Saint-Louis avait fait aménager un couloir secret entre son cabinet de travail et la chambre conjugale pour pouvoir rejoindre sa femme quand il le voulait. Blanche de Castille était un petit peu agacée par cette démonstration d'ardeur, et les gardes, quand ils voyaient arriver la reine, frappaient le sol avec leur hallebarde pour prévenir Saint-Louis que sa mère arrivait. En tout cas, ce très joli bas-relief qui ornait le jubé de la cathédrale pour commémorer à la fois un souvenir historique de la cathédrale et aussi une très jolie histoire d'amour. Nous revenons ici au monde antique avec cet épisode tiré de la mythologie, Jupiter et Antiope, peint par David. Cet épisode est tiré du cycle des Métamorphoses d'Ovide et notamment des conquêtes amoureuses de Jupiter.
On assiste au XVIIe siècle à une renaissance d'une littérature romanesque consacrée aux amours des dieux. L'épisode de Jupiter et Antiope n'est pas inclus dedans, on lui préfère celui de Jupiter et Callisto. Ici, on a vraiment l'expression de la lubricité avec la figure de Jupiter déguisé en satyre qui vient abuser d'Antiope pendant son sommeil. Antiope se réveille enceinte, par peur de son père Nictée, elle s'enfuit, elle finit par épouser le roi Épopée, mais ces mésaventures ne s'arrêtent pas là, puisque son oncle Lycos est chargé par son père de la retrouver, et il finit par retrouver sa nièce et l'enlever. S'ensuit encore toute une sorte de mésaventure. Les femmes sont vraiment très maltraitées dans la mythologie. C'est une constance, surtout avec Jupiter. Ici, le thème libertin, la sensualité, le coloris et la facture assez criard de ce tableau renvoient au début de la carrière de David. On sait que le tableau est peint avant 1771 et au monde de Boucher, célèbre peintre du XVIIIe siècle et maître de David. Ici, pas d'érotisme distingué, on a un contraste assez violent entre la figure de Jupiter qui est traitée en mode baroque, assez grossièrement colorée, et la figure très alanguie d'Antiope qui est allongée, endormie, et qui est éclairée par une lumière presque surnaturelle. Cet épisode a été traité par de nombreux peintres, Titien, Watteau, Van Dyck, à peu près toujours dans la même sorte de composition, c'est-à-dire Antiope endormie et Jupiter devant ou derrière qui soulève le drap avant de la violer. David a un très fort lien avec Sens, il est élevé en partie par son oncle Buron qui est architecte à Sens, il y fera de nombreux séjours. Il y habite même entre 1797 et 1798, et la légende veut que ce soit à Sens qu'il ait entamé son chef-d'œuvre, l'Enlèvement des Sabines.